Bonjour José. Bonjour. Merci de nous recevoir à Paris. Normal, avec plaisir. Donc aujourd'hui on va beaucoup parler donc de ce projet, outil pédagogique, on verra comment est-ce que tu préfères qu'on l'appelle, par les damnés. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu avais dit au sujet du rap. Je trouvais ça très beau. Tu disais que le rap avait réussi à s'autodéfinir, à trouver les mots pour parler de lui-même. Et en même temps, je sais que beaucoup, en tout cas souvent, on a parlé des textes de rap en disant que c'était des textes qui avaient un vocabulaire pas très riche, qui étaient parfois qui étaient merdiques. Comment est-ce qu'on se sent quand on est rappeur et qu'on parle de soi et qu'on entend dire que finalement c'est de la merde? Je dirais que les temps changent et qu'aujourd'hui le rap c'est la musique la plus écoutée et que ceux qui ont pu dire que c'est de la merde finissent par changer d'avis ou finissent par se faire au fait que c'est pas qu'une mode mais c'est vraiment un phénomène de société qui dure dans le temps et qui s'ancre dans la société et qui la redéfinit et du coup que ces gens-là finissent minoritaires et leur jugement qui pensait être un jugement qui était un jugement de distance finit par être juste un jugement de réac et je pense qu'ils s'en rendent compte donc au final c'est pas mal. Alors on va parler donc de cette compilation de musique francophone engagée, donc il y a aussi un livret qui accompagne et puis après donc un livret et des textes inédits d'historiens. Donc le titre Par les damnés de la terre, donc qui fait référence au livre de Frantz Fanon publié quelques jours avant sa mort. Frantz Fanon qui disait dans sa préface: chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Est-ce que ce projet a été écrit au travers de cette préface aussi? Ouais, bien sûr. C'est en gros, donc Frantz Fanon a écrit Les damnés de la terre. Et l'idée là, moi, c'est donc ce projet-là où l'idée c'était de retrouver des voix en fait de chanteurs, chanteuses qui disaient qui ils étaient. Pour moi, c'est la voix des damnés. C'est les damnés qui parlent d'eux-mêmes par eux-mêmes. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté par les damnés de la terre et que c'était un clin d'œil. C'est plus facile avec des clins d'œil de définir un projet, de l'expliquer aux gens que de devoir tout expliquer. Donc, c'était intéressant de prendre cette référence au livre de Frantz Fanon et de rajouter par et ça pouvait du coup dérouler tout le projet de cette manière-là. Alors on pourrait croire, si on n'a pas écouté le projet et si on n'a pas entendu José défendre ce projet, qu'il s'agit juste d'ouvrir une porte sur le passé et de parler des anciens. Or moi j'ai l'impression que c'est plutôt une porte qui s'ouvre vers le passé, mais pour la génération présente. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, en faisant ce projet-là, c'était un besoin que j'avais. Donc moi, je suis quelqu'un du monde d'aujourd'hui, enfin, je crois. Et du coup, mon besoin, c'était le besoin d'aujourd'hui, en fait. Le besoin aujourd'hui de trouver des voies qui sont celles du monde présent, du monde de l'action, qui sont certes nos aînés, mais pour comprendre qui on est, essayer de comprendre qui ils sont et déjà essayer de les trouver parce que pour un rappeur américain, savoir que ses aînés faisaient de la soul, faisaient de la fun, de la disco ou même faisaient du spoken word, de Gilles Scott-Heron au Last Poet, c'est une chose, mais quand on fait du rap en français, on a du mal à définir qui sont nos aînés. Parce que dès qu'on fait du rap sans dire spécialement de gros mots, ou du rap engagé, ou etc., on va souvent nous citer Brel, Brassens, Ferré, ou, voilà. Mais ça va jamais transporter aussi l'immigration, l'exil, la banlieue, les violences policières, etc. Donc du coup, l'idée c'était d'essayer de comprendre mais qui sont nos aînés qui parlent aussi de ça. Et donc un projet comme ça, c'était pour essayer de les trouver, une fois qu'on les a trouvés, vraiment les définir et comprendre comment eux luttaient, faisaient de la musique, s'épanouissaient à travers la musique, est-ce qu'ils se connaissaient, parce qu'ils viennent de diasporas complètement différentes, des Caraïbes à l'Afrique en passant par même l'Afrique du Nord, le Maghreb. Enfin, c'est les luttes ouvrières aussi qui font aussi partie de ce projet-là. Voilà, ce qui était intéressant, c'était de comprendre en fait, est-ce qu'il y avait des courants alternatifs, underground, est-ce qu'ils se connaissaient, est-ce qu'ils bougeaient ensemble, est-ce qu'il y avait des fraternités. C'est tout ça qui est intéressant à travers ce projet. On reviendra justement sur la notion de fraternité qui revient beaucoup, en tout cas dans l'explication que vous faites de votre projet. Alors une question aussi par rapport à cette envie de retrouver cette recherche des aînés. Est-ce qu'elle était vivante en vous, bien qu'on la ressent quand même avec les projets précédents, notamment avec Identité, avec un projet qui parlait beaucoup d'identité. Est-ce que c'était une recherche qui était propre à vous ou alors plutôt une réponse aux personnes qui parlaient de vous?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que je ne pense pas être le seul dans cette situation. Je sais que en tant qu'artiste, qu'on s'écoute nous-mêmes, l'idée c'est de s'écouter, de comprendre quels sont nos besoins ou nos envies et en fait d'en créer une œuvre. Et forcément, nos envies, nos désirs personnels ou nos besoins personnels, si ça nous parle, c'est que ça parle aussi au public, ça parle aussi à d'autres. Donc c'est intéressant de faire comme ça et c'est exactement de cette manière-là que j'ai fait par rapport à ce projet-là. J'ai juste, je crée aucune œuvre artistique moi personnellement, je vais juste chercher ce qui a déjà existé et je le compile, je les mets ensemble les uns avec les autres. L'idée en tout cas c'était, je ne suis pas le seul rappeur à avoir ce besoin moi d'aller chercher quels étaient en fait nos représentants du passé. Moi je rappais quand j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai plus de 40. Donc c'est moi qui suis l'aîné des rappeurs d'une certaine manière, mais j'ai besoin moi de m'accrocher quand même à des gens au-dessus. En fait, c'est ça le truc. Donc l'idée c'était de les trouver, d'aller à leur recherche en fait. Ok, c'est un projet qui, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai retrouvé le titre, donc c'était bien Identité en crescendo. Alors on sent bien que dans les projets qui ont précédé celui-ci, on sait qu'il y a une quête. Enfin, c'est comme si un peu on l'attendait, cette boucle qui allait se fermer. Mais quand est-ce que ce projet concrètement commence ? Il commence à peu près dans les mêmes époques qu'Identité en crescendo, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans maintenant. Moi j'ai un ami qui est disquaire au Puce de Saint-Ouen, Aurélien, et donc lui il me fait découvrir pas mal d'artistes, Colette Mani, Alfred Panou, et j'en passe. Et donc de ces artistes-là qui font une sorte de spoken word, j'arrive à comprendre qu'en fait ce qui s'est passé aux États-Unis avec les Last Poets ou avec Just Cotteron ou avec d'autres, c'est-à-dire des gens en fait qui vont clamer leurs morceaux sur de la funk ou alors sur des percus ou peu importe, en fait on a eu la même en France. Donc en même temps que moi en fait je découvre en fait ce passé. Il y a l'arrivée du slam en France et tout ce que ça dit. Et je me rends compte qu'en fait les époques ne font que se répéter, qu'en fait c'est des boucles. Et je me dis moi je vais creuser celle-là, celle du passé, parce que vu que moi je suis aussi dans l'esthétique du sample, du jazz, de la funk, voilà, pour sampler, pour rapper sur les morceaux, en fait ces grains de son m'intéressent, de la basse, de la batterie, des claviers, c'est des trucs qui m'intéressent et je me dis mais comment voilà, au Bénin, au Gabon, en Algérie, à Haïti, comment en fait ils ont procédé en fait pour construire leurs morceaux à travers ça en français, parce que c'est la langue aussi française qui m'intéresse, qui fait écho par rapport à la musique que je fais, quoi. Et parallèlement, donc on parlait justement du rap qui a réussi à s'autodéfinir par ses propres mots. Il y a aussi donc tous ces chants, qu'ils soient d'Algérie, des Antilles ou autres, eux aussi se sont racontés eux-mêmes tout en utilisant une langue qui n'était pas la leur au départ, qui était la langue du colon. Comment est-ce que ce choix s'est fait de choisir quelque part des chants en français aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans le projet. On aurait pu choisir des chansons qui étaient finalement des chants chantés dans la langue des colonisés. Bien sûr, il y en a quand même en français. Parce que je voulais que ça interpelle les auditeurs de rap, je voulais que ça interpelle les rappeurs, je voulais que ça interpelle ce monde dans lequel moi j'évolue en fait. Du coup, je fais du rap français, donc du coup je voulais que le lien il soit direct par rapport à ça. Mais sinon le projet, de toute façon, il se serait fait aussi, même de manière beaucoup plus simple, avec un cahier des charges plus différent, parce que trouver des morceaux engagés dans plein d'autres langues, c'est beaucoup plus facile que d'aller le trouver en français dans des pays où les seuls qui vont parler français au final, pour l'élite, donc ils ne vont jamais critiquer quelque chose dans la langue française. Et donc trouver un morceau qui critique la France dans la langue française, c'était pas simple et ça faisait partie des paris en fait qu'il fallait gagner. Et quelque chose aussi de très actuel, aujourd'hui par exemple quand j'entends Soul King qui chante et qui met dans la dernière partie de son son Raina Rai, qui est un groupe algérien super ancien, etc. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là où on va puiser dans les références quelque part un peu du passé, donc on a l'impression que c'est quand même quelque chose de très actuel. C'est très actuel, en fait on se rend compte que ce passé-là, on va dire des années 60 jusqu'aux années 80, déjà c'est celui des parents, c'est celui des aînés, mais aussi c'est le passé aussi des luttes, des décolonisations. On y est encore en fait, au final en fait c'est nos aînés, c'est nos parents ou nos grands-parents en fait qui ont vécu ces luttes de décolonisation, de libération, etc. Et donc du coup c'est pas pour rien, c'est assez symbolique en fait de refaire des références par rapport à ou leur musique ou leurs références à eux, parce que ça veut dire quelque chose par rapport à aujourd'hui, parce qu'on n'en est pas encore sorti. Donc je pense que c'est des doubles symboles, et des symboles déjà par rapport à la famille, par rapport aux liens de parenté, par rapport aux générations d'avant, par rapport à l'histoire et par rapport à l'engagement. Alors vous parlez aussi beaucoup des parents qui ont chuchoté pendant longtemps. Ouais.
et, donc, et puis des rappeurs à l'époque qui chuchotaient et aujourd'hui clament haut et fort leurs origines, leur art. On est dans ça. Vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui on a dépassé ce qu'ont connu nos parents? Bah, disons que ouais, en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que on ne connaît que l'histoire des vainqueurs. C'est qu'au final, la génération des parents, c'est une génération qui a combattu donc, pour des libérations au pluriel, pour des émancipations, pour des décolonisations. Et en France, sur le territoire français, en tant qu'enfant, on va dire, des diasporas, on connaît l'histoire du point de vue des vainqueurs et pas du point de vue des vaincus. Donc au final, on se rend compte que les parents aussi, quand ils sont arrivés donc, dans ce pays-là, c'est leur propre histoire où elle est un peu taboue, où elle est douloureuse, où elle n'est que chuchotée parce que c'est pas l'histoire scolaire qu'on nous apprend. Et donc du coup, c'est nous en tant que rappeurs, en tant qu'enfants de tout ça, qui la mettons en fait dans nos textes, qui la mettons au goût du jour. Sauf que c'est quelque chose dont on commence à avoir conscience pleinement en fait. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on en a de plus en plus conscience et on devient aussi maître, alors maître de nos histoires non, mais maître en tout cas de notre propre, de nos propres énergies. Le capitalisme étant, on crée nos propres productions, on fait les choses avec nos propres moyens et donc du coup on crée des écosystèmes où on met ça en avant et c'est ça aussi qui devient intéressant par rapport à une époque où il y avait peut-être qu'un musée qui pouvait parler des choses, il en parlait de sa manière, il y avait juste l'éducation scolaire, les programmes scolaires qui parlaient, donc ils en parlaient à leur manière, 3 chaînes de télévision. Aujourd'hui on crée nos propres écosystèmes, donc c'est là aussi où ça devient intéressant de pouvoir véhiculer tout ça à travers ça. Et alors il y a aussi la notion de patrimoine, quand on fait un projet comme le vôtre, on doit aller frapper à la porte des maisons de disques, on doit aller voir les artistes. Est-ce que vous avez eu facile à trouver donc, tous ces textes-là auprès des maisons de disques ou eux n'ont pas vocation à garder ce patrimoine? Ben ouais, ils n'ont pas vocation à garder ce patrimoine. Une maison de disques, c'est juste une grosse société. Elle n'est pas là en fait pour sauvegarder quoi que ce soit, elle est là pour se faire de l'argent. Donc quand elle a un artiste, si l'artiste vend et qu'il est encore aujourd'hui demandé, effectivement, ils vont sortir des coffrets, des compilations dessus, tous les Noëls ou voilà, son anniversaire, peu importe. Mais sur d'autres artistes qui sont beaucoup moins demandés, au final les choses se perdent, ils vont le ranger dans une étagère, ça change de stagiaire, la maison de disques déménage et puis c'est fini quoi. Il n'y a pas de notion de patrimoine en fait là-dedans. Donc la SACEM elle commence à se réveiller là-dessus, commence un peu à regarder ce genre de choses, mais en réalité s'il n'y a pas des gens qui vont y aller de leur bonne foi, de leur bonne volonté, qui vont créer des associations pour tel artiste. Des fois, il va y avoir des fondations ou des associations qui vont vouloir s'occuper de tel artiste. Et du coup, ça va être là-dedans qu'on va piocher. Mais la maison de disques, c'est quelque chose de très froid, c'est une société. Ce qu'elle regarde, c'est combien tu veux le vendre, combien t'en fais, et essayer de marchander ça au meilleur prix. Mais ça ne va pas plus loin pour eux. Donc au final, moi, là, j'étais sur un projet où personne ne m'aidait réellement, en réalité, à travers les institutions. J'ai eu une aide d'une fondation. Il y a eu quelqu'un qui, lui, de manière, on va dire, personnelle, a bien voulu m'aider. Mais après, franchement, les institutions, elles faisaient les mortes. Elles faisaient clairement les mortes. Aujourd'hui, elles viennent me voir parce qu'elles voient qu'il y a de la consistance, un projet. Elles ont besoin de remplir leurs coquilles avec des trucs consistants, donc elles viennent me voir. Mais moi, je ne leur réponds pas parce que fallait venir au bon moment, quoi. Après, c'est délicat. De toute façon, c'est un vrai débat. Dans d'autres pays, il va y avoir les post-colonial studies, il va y avoir des choses comme ça. Mais après, c'est pareil, c'est des choses qui vont appartenir à des universités, qui ont déjà de l'argent, qui vont bien vouloir participer au projet. Mais le projet, il va rester en fait dans des mondes un peu élitistes. Donc, les questions se posent de toute façon toujours en réalité. Ce type de projet-là ne peut se faire qu'en indépendant en fait. Ce type de projet, ouais, il peut se faire qu'en indépendant. En fait, il faut y mettre ses propres billes. Il n'y a pas de questions à se poser. Enfin, moi, je me les suis posées et j'ai voulu trouver des subventions, des choses et tout, mais ça ne marche pas comme ça. Sur un projet comme ça ne marche pas comme ça. Vous parlez tout à l'heure de fraternité, un terme que j'aime beaucoup, et vous disiez que cette fraternité aujourd'hui, elle est effritée, elle est abîmée, parce qu'on ne connaît pas les luttes qui ont uni quelque part nos anciens. Ouais. Et donc quelque part, pour qu'il y ait une espèce d'union aujourd'hui, il va falloir parler des luttes. C'est très paradoxal. Ouais, en fait, c'est la mémoire des luttes, quoi. Il n'y a pas de mémoire des luttes. Il y a l'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs, donc c'est l'histoire d'une élite, c'est l'histoire de pas beaucoup de gens par rapport à ce qu'on est sur la planète. Et tout le reste de la planète ne connaît pas son histoire au final. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on a eu, on va dire, toutes les émancipations, tous les droits qu'on a, toutes les libertés qu'on réussi en tout cas que nos aînés ont réussi à avoir, ils l'ont eu parce qu'ils ont lutté. Et en fait,
l'histoire, comme elle dit que le pouvoir a bien voulu, par gentillesse ou bonté ou je ne sais pas pourquoi, a bien voulu donner ci ou donner ça. Non, les gens ont lutté pour ça, il y a eu des morts, des gens emprisonnés, etc. Et en fait, c'est ça qu'on ne nous dit pas. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a eu des fraternités pour ça, c'est que les paysans se sont alliés aux ouvriers, que les ouvriers se sont alliés aux ouvriers du tiers-monde, que en fait tout ça on ne nous le dit pas, on nous vend un peu de romantisme avec mai 68 et des choses comme ça, on nous dit attention, attention, c'était les bourgeois et voilà. Mais il y a eu avant 68, 68 a été inspiré par des luttes afro-américaines, par les du tiers-monde et toute cette historicité, on ne la voit pas, on nous montre une histoire en fait qui est très eurocentrée, qui est très occidentalisée et on ne nous montre pas une chronologie différente que celle-là. Et du coup, on ne connaît pas nos histoires. On ne sait pas que, voilà, que des pays étaient frères parce qu'ils combattaient un empire, un ennemi commun au final. Et tout ça, en fait, on ne le voit pas et on se retrouve tous dans les mêmes classes, mais on ne sait pas pourquoi on est dans ces classes ensemble. La question, on ne se la pose même pas au final. On se dit qu'on y est parce qu'on est pauvre et qu'on est pauvre parce que nos parents sont flemmards, n'ont pas travaillé. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qu'on nous ancre dans la tête petit à petit, alors que ce n'est pas du tout ça la réalité. Et quand on parle de peur, au final, on dit souvent oui, la France a peur. Est-ce que la France a peur ou alors est-ce que ce sont est-ce que c'est plutôt l'élite qui a peur que la France se rencontre finalement? Bah, il y a de ça. Au final, ils vont essayer de créer un roman national où on va avoir des sortes d'espèces d'objectifs communs qui n'en sont pas parce que en fait, c'est des objectifs d'individualité, individualiste, une sorte de réussite personnelle. Et les projets communs, c'est ceux du passé, ceux qui étaient en tout cas valides et valables, qui sont ceux de demain aussi, mais qui sont, en réalité, on est dans un monde qui n'a pas de projet de société. C'est ça le problème, c'est-à-dire que quand il y a la rencontre entre voilà, des élèves, leurs professeurs, des programmes, et voilà, il n'y a pas de porte d'entrée ni de porte de sortie parce qu'il n'y a pas de projet de société. Donc au final, il n'y a que des gens en fait, qui vont essayer de répéter des choses, mais ils n'y croient plus vraiment. Et donc du coup, moi, quand j'ai fait un projet comme celui-là, eh ben, j'ai découvert des projets de société. Et je me suis dit, mais attends, c'est marrant, pourquoi ces projets de société, on ne nous les dit pas, pourquoi on ne nous les montre pas, pourquoi on les tait, pourquoi ils sont enfouis ces projets? Eh ben, parce qu'il y a eu énormément de passages de ça a été des échecs, les échecs des décolonisations, les échecs de ceci, les échecs de cela, parce qu'on nous parle d'échecs à chaque fois. Et sauf que bah non, c'est porteur d'espoir, toutes ces choses-là. Et donc c'est ça qui est assez intéressant et c'est une chose que j'ai découvert en faisant le projet parce que malheureusement, il n'y a pas de place de transmission pour nous les transmettre. Donc il faut chercher pour comprendre, quoi. Et qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent oui, mais Rosset n'est écouté que par des convaincus? Est-ce que c'est une véritable question hein, quand on nous pose la question, est-ce qu'il n'y a que des convaincus qui vous écoutent? Non, parce que je suis pas quelqu'un de connu spécialement. Par contre, tous les jours, il y en a, je le vois moi sur mes propres réseaux sociaux, que tous les jours, des gens me découvrent et m'envoient des messages. Donc, et ces gens-là, ben, ça peut être d'un garçon qui a 15 ans à une dame qui en a 70 et j'ai énormément de mal à définir le profil des gens qui m'écoutent parce que je me dis que bah, il n'y en a pas au final, c'est très évasif et tant mieux, c'est-à-dire que c'est plus dur pour moi pour mener une carrière, on va dire, facile, dans le sens où je ne saurais jamais où taper. Si je dois demain faire de la com, ben, je ne saurais pas à quoi elle doit ressembler. Parce qu'en fait, c'est des publics au pluriel qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Donc du coup, je ne peux pas m'accrocher qu'à une seule radio, qui est la radio du rap, en me disant que je vais taper comme ça. Non, je suis obligé de taper un peu partout, et en fait, de ne m'écouter que moi et de faire mes projets. Et au final, c'est quelque chose de très évasif. Je ne peux pas toujours taper le même clou. Donc c'est très lent, très long. Et pour moi, il me faut énormément d'endurance, mais en même temps, c'est ça la magie aussi qui fait que quand je vois dans les concerts que je fais ou quand je vois le public, il y a vraiment de tout. Et c'est ça aussi qui est assez magique, quoi. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on se rend compte que quelque part les textes de Fanon sont encore très actuels? Bah, c'est en même temps, je trouve que c'est quand même assez triste de se dire que la société ne change pas. Parce que s'ils sont actuels aujourd'hui, ben, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution. Et ils sont, comment dire, mais en fait, quand j'ai lu Fanon et que ça m'a aussi inspiré pour faire Identité en crescendo qui date quand même de 2006, on est en 2019, ben, en fait ça m'a scandalisé parce que c'était trop d'actualité
Mais aujourd'hui, ben, on est en 2019 et c'est encore la même situation. C'est scandaleux tellement que c'est d'actualité. Vous disiez que souvent on retient des artistes ceux qui sont devenus, les opportunités qu'ils ont acceptées, mais qu'on ne retient pas assez souvent ce qu'ils ont refusé d'être et ce qu'ils ont refusé. Et qu'est-ce que vous avez refusé Bah, moi j'ai refusé, je dirais que j'ai pas refusé d'être, j'ai juste voulu être autre chose que les opportunités qu'on peut nous donner. Donc après, je pense qu'il y a deux vecteurs. Le premier, c'est que oui, effectivement, bah voilà, des fois on va avoir des opportunités. On ne va pas y aller parce qu'on a une conscience, machin, c'est cela. C'est pas la seule raison, c'est que des fois ça ne nous va pas. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je vais bien apprécier chez d'autres artistes. Mais moi, j'arriverai pas à le faire. Déjà, des fois, les gens me disent pourquoi tu fais pas un tube. Et de leur dire, c'est pas parce que j'ai pas envie et que je suis un rappeur conscient, engagé et tout, parce que je sais pas le faire. Moi, j'aimerais bien aussi faire un tube en vrai, mais c'est pas si facile que ça de faire un tube. Tout le monde n'y arrive pas. Et aussi, des fois, il y a des choses qui nous vont pas. C'est-à-dire que moi, je vais pas faire des trucs où en fait, ça va être gênant. Où les gens ils vont se dire, ils vont être gênés de me voir là-dedans. Donc du coup, je ne vais pas y aller aussi pour ça. Donc ça n'est pas que des raisons que des raisons politiques ou d'être quelqu'un qui n'est pas un vendu. Il n'y a pas que ça en réalité, il y a aussi plein d'autres raisons autour qui sont des raisons moins nobles. Ils sont juste que bah non, ça je sais pas le faire, je veux bien essayer mais pas en public, et puis des fois j'essaye et puis non, franchement il faut que ça reste entre moi et moi parce que ça n'a pas marché, quoi, tu vois. Donc des fois il y a des tentatives, hein, voilà, mais parce que tout ne se joue pas, moi je suis pas rigide, je suis pas quelqu'un, la musique à la base c'est fait pour danser. C'est fait pour voilà, si j'avais voulu vraiment, j'aurais fait des livres en réalité, si j'aurais été écrivain, écrit des livres, si mon projet était différent que celui du divertissement. C'est juste que j'aime bien moi lier, être à la croisée des chemins et lier le divertissement avec la politique, avec plein d'autres choses. C'est ça qui m'intéresse, mais je suis pas quelqu'un qui va juger que les autres ont fait différemment, quoi. Ça c'est pas du tout l'idée, quoi. Juste une petite parenthèse, c'est vrai que certains, on va appeler certains anciens, sont parfois très durs avec les nouvelles générations en disant que bon, ça ressemble plus au rap, etc. Et donc du coup on a l'impression qu'il y a une scission au sein même d'un mouvement qui se... En fait, ouais, c'est dommage, en fait, faut pas devenir réactionnaire, quoi. C'est vrai que naturellement on est poussé à ça, mais il faut faire attention à ça parce qu'au final les gens ont la mémoire courte, ils se rendent pas compte que le discours qu'ils vont tenir aujourd'hui comme ça, c'est celui que les gens d'avant tenaient sur eux. À un moment, chaque génération, alors je ne vais pas citer Fanon, ça n'a rien à voir, mais je vais dire autre chose, mais a aussi le droit en fait de découvrir son propre. Moi en fait, je trouverais ça très triste en réalité que quand je vois des jeunes qui essayent de refaire Woodstock aujourd'hui, je dis mais non, bah, c'était une autre époque, il y avait une magie, vous ne retrouverez pas cette magie, créez la vôtre. Et donc c'est pareil avec le rap, ceux qui essayent d'être plus puristes que les puristes, mais non, créez votre énergie. Donc au final, ce qui se passe aujourd'hui, moi je suis très content de ce qui se passe aujourd'hui. Le rap actuel, il y a de tout dedans. On ne peut pas tout aimer dedans, mais il y a des trucs qui sont super forts. Et ce que je trouve aussi très intéressant avec le rap d'aujourd'hui, c'est qu'il est complètement décomplexé. Moi, je fais partie d'une génération de complexés. C'est-à-dire, on mettait un jean, il fallait qu'il soit bleu, quoi. C'était un baggy, ok, donc on se sentait révolutionner quelque chose, on mettait un baggy. Le baggy, il était bleu, la casquette, elle était comme ça, machin, c'était plein de codes. Et aujourd'hui, tous ces codes-là se mélangent avec plein de fautes de goût, mais c'est par la faute de goût qu'on crée la marge, qu'on crée. Donc en réalité, ça, faut laisser faire. C'est de là, en fait, qu'on apprend énormément de choses, et moi le premier, quoi. Donc tout ça, c'est avec plein de nuances. Faut pas être atteint de jeunisme, faut pas vouloir faire comme les gars qui ont 20 ans, parce que c'est à eux, c'est leur monde, ça leur appartient, et en même temps, c'est intéressant à regarder. Voilà, on est toujours dans le self-made man. En réalité, faut les laisser créer avec ce qu'ils ont, et ce qu'ils ont, c'est autre chose que nous, ce qu'on avait. Donc, faut pas leur demander de faire comme nous. Faut pas jouer les anciens. Ouais, tu sais, nous à l'époque KRS-One, on s'en fout. Ils ont leurs anciens, ils ont leur époque. Faut laisser faire, quoi.